L'eau est la source de la vie sur Terre. Mais saviez-vous qu'elle peut être aussi un puissant soutien pour notre santé? C'est ce qu'a découvert René Quinton, un biologiste français qui a consacré sa vie à l'étude des propriétés de l'eau de mer. Il a mis au point une thérapie marine basée sur l'administration de sérum marin, une solution obtenue à partir de l'eau de mer. Aujourd'hui, la thérapie marine et l'eau de René Quinton sont utilisées par des milliers de personnes à travers le monde qui cherchent à rétablir l'équilibre et la vitalité de leur organisme. Afin de promouvoir notre futur documentaire consacré à la vie de René Quinton et aux thérapies marines, nous vous présentons cette mini-série d'introduction. Le documentaire se voudra strictement informatif, historique et scientifique. Nous allons apprendre comment les thérapies marines fonctionnent, quels sont ses principes, ses applications, ses résultats et ses limites. À travers des témoignages de patients, de médecins et de chercheurs, nous allons voir que l'eau de René Quinton n'est pas une simple eau, mais une véritable source de bien-être. Le message est que l'eau de René Quinton n'est en aucun cas une eau miraculeuse, mais qu'elle recèle bien des atouts. Plongez avec nous à la découverte de René Quinton, qui nous invite à renouer avec notre lien originel à la mer, source de toute vie sur Terre. Bonjour Monsieur Schnetter, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Donc, pour rappel, vous êtes le mari de Laure Schnetter-Quinton, qui était la petite fille de René Quinton. Et dans ce cadre, on a la chance de vous rencontrer pour justement pouvoir échanger avec vous au sujet de René Quinton et de la thérapie marine. Et dans ce cadre, je vais forcément vous poser la question qui va nous permettre de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, de qui était René Quinton? Bien. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Sur le plan familial, René Quinton, c'est un personnage tutélaire dont toute la famille a entendu parler depuis toujours, bien que personne vivante ne l'ait connu. À cette heure-ci, Quinton est mort en 1925, et quand je suis rentré dans la famille Quinton en 1968, c'était déjà un souvenir. Cela dit, Quinton, c'est aussi une histoire que j'ai apprise en ouvrant le dictionnaire et en voyant qu'il était dedans, ou en voyant tout ce que l'on a pu écrire sur lui. Quinton était surtout très important pour ma femme, qui était donc sa seule petite fille, fille de sa fille unique, ma belle-mère décédée en 1981. Et ma femme, qui a eu des vies politiques pendant 25 ans dans l'écologie politique, a arrêté sa carrière politique en 2001 pour se consacrer à la vie de son grand-père, et elle a travaillé sur les documents et les mémoires qui étaient détenus par la famille, et elle avait vraiment décidé de dédier une autre partie de sa vie à la vie de son grand-père. Malheureusement, son décès en 2021 n'a pas permis d'aller tout à fait jusqu'au bout de cette rencontre entre elle et son grand-père, mais elle avait accumulé beaucoup d'éléments qui ont notamment été utilisés dans un ouvrage qui a été publié en 2019 et d'autre part dans un ouvrage qui est disponible sur Internet au titre de la biographie de René Quinton. Parfait. Déjà, ça nous apporte beaucoup d'informations sur votre famille, sur la famille de votre femme également. Et donc, René Quinton est né en 1866. Et en fait, dès le départ, il a été un petit peu bien entouré par deux parents aimants. Les parents de René Quinton, c'est une bourgeoisie rurale. On vit de rente, on vit de fermage, on vit de loyer. Paul Quinton, c'est la personnalité importante, parce que Paul Quinton, c'est celui qui était donc médecin, mais en fait était artiste. Et puis, il s'est trouvé qu'il avait un cousin à Chaumes-en-Brie qui lui a signalé qu'il n'y avait pas de médecin à Chaumes, et je crois qu'il y a eu une épidémie vers les années 1860, et que Paul Quinton s'est installé à Chaumes-en-Brie.
où il est devenu médecin très populaire. Il a été maire de la ville et il a rendu des grands services pendant l'occupation prussienne de 1870. Et à ce titre, il a même eu droit à une médaille d'or de la ville de Chaume. Et les Quinton n'ont vécu à Chaume que jusqu'à ce que René Quinton, qui était né en 1866, atteigne l'âge d'aller au lycée. Avant, on était élevé à la maison, mais à l'âge d'aller au lycée, ils ont décidé de quitter Chaume et d'aller habiter Paris pour que René Quinton soit dans un bon lycée parisien. Et effectivement, ils ont quitté Chaume en 1878 pour s'installer à Paris. René Quinton, alors, la mère de René Quinton a vécu plus longtemps. Son père est mort, je crois, en 97, plus précisément. Et sa mère a vécu jusqu'à la guerre de 14. Et les correspondances montraient une très grande proximité avec sa mère. Et tout cela se passait dans un milieu affectif très confiant, même si le père de René Quinton a un peu hésité sur les désirs de carrière de son fils. Et Paul Quinton disait à son fils, mais enfin, écoute, médecine, c'est facile, c'est très facile, et c'est très bien, ça te donne un état. Mais René Quinton, à l'époque, rêvait pas du tout de médecine, il rêvait de littérature, il rêvait de poésie, il voulait écrire, et en fait, il n'a jamais fait d'études supérieures précises. Donc effectivement, il est rentré au lycée. Et donc, comme vous le dites si bien, son père voulait qu'il devienne médecin. Alors, je ne sais pas si on pouvait dire médecin généraliste à l'époque, mais en tout cas docteur, comme on peut le connaître aujourd'hui, docteur de campagne ou de ville. Et donc, lui était totalement contre l'idée de son père. Et donc, suite à ça, il s'est lancé littéralement dans son rôle d'écrivain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette période de sa vie, si vous la connaissez? Oui, alors... Bon, elle est un peu... Enfin, si on veut se lancer dans une documentation précise, ça serait trop long, mais il appartenait à cette génération dans laquelle on créait tous les 3 jours à Paris des revues littéraires, on se liait les uns les autres, etc. Et il était évidemment déjà une personnalité très, très attractive. C'est une personnalité qui était toujours une personnalité dominante. C'est-à-dire qu'il avait, où qu'il soit, les autres l'écoutaient et considéraient qu'ils avaient entendu plus d'intelligence que dans bien d'autres propos. Et donc, il était très fédérateur de ce point de vue-là. Ses amitiés littéraires. Alors bien sûr, il y a son cousin Lucien Corpechot, qui est un auteur qui est complètement oublié maintenant, mais dont les chroniques sur l'époque sont amusantes. Et puis, il était lié à Rémy de Gourmont aussi. Et d'autre part, je dirais, il était un peu jeune homme à la mode. Et comme tout jeune homme à la mode, il sortait beaucoup et il avait même noué une liaison avec une actrice du théâtre français. Et donc tout ça représentait tout à fait un modèle que l'on peut rencontrer chez des Barrès, chez je ne sais combien de jeunes gens qui ont fait des carrières littéraires et qui sont de la même génération. Barrès est à peine plus âgé que Quinton, Maurras, je crois, légèrement plus jeune, ou l'inverse. Enfin, c'est le même monde. Alors, donc, on a connu effectivement l'écrivain qui s'est construit, donc, on va dire, pendant l'adolescence et sa jeune vie d'adulte. Alors, il y a quand même une chose sur l'écrivain qui est intéressante à se rappeler, c'est que son modèle absolu, c'était Flaubert. Et que Flaubert, c'est quand même l'anti-écrivain. Flaubert, c'est celui qui n'écrit pas à jet continu comme Balzac, comme Victor Hugo, etc. Flaubert, c'est un écrivain de la douleur, qui reprend sans arrêt ses textes, qui veut absolument l'écriture parfaite. Et c'était déjà ce côté perfectionniste qui témoigne de l'intérêt de Quinton. Il a découvert un petit peu justement l'écriture, cet aspect-là où il se recherchait finalement en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'écrivain. On peut aussi parler du philosophe. Mais on peut aussi dire que dans sa jeune vie d'adulte, mais aussi d'enfant, il a été influencé par tout l'aspect politique de l'époque avec la guerre de 1870, qui a certainement pesé dans sa façon de faire. Oui.
C'est-à-dire, pour 70, quand vous relisez les témoignages des années suivantes, ça a été quand même un énorme traumatisme. Parce que il faut se souvenir que 70, c'est la faillite de l'Empire, alors que l'Empire, le Deuxième Empire, avait apporté à la France des progrès économiques et des progrès sociaux extraordinaires. C'est une phase absolument passionnante. Et ça se termine en désastre par le fait que l'empereur est extrêmement affaibli, que le rôle d'Eugénie de Montijo n'est pas très clair dans cette affaire, mais il semble qu'elle ait joué, malheureusement, un peu malgré elle, un rôle dans la façon dont les Français ont déclaré la guerre à ce qui n'était pas encore l'Allemagne, ce qui n'était pas encore l'Empire allemand, qui n'a été proclamé qu'à Versailles. Donc le traumatisme français, c'est la catastrophe. On est battu, on est occupé, on doit payer, la Commune arrive, et en plus, tout ça se passe au profit de cette Allemagne qui devient une puissance dominante sur le continent européen, hors île britannique. Donc, la France, la moitié de la France, a l'œil fixé, comme on disait à l'époque, sur la ligne bleue des Vosges pour reconquérir les provinces perdues d'Alsace-Lorraine. Et c'était totalement dominant dans l'esprit de beaucoup de gens, au-delà même du nationalisme. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas un nostalgique. C'est quelqu'un qui était très fondamentalement attaché au progrès. Et quand il se voyait face à l'Allemagne, ce qui l'obsédait, c'était la force de l'Allemagne. C'était les progrès faits en Allemagne. On en parlera plus tard si on parle d'aviation. Mais il est très clair que même si on peut dire qu'il était proche des royalistes, etc., mais ce n'était pas un nostalgique. Il était totalement intéressé par l'avenir. Alors, pour la suite, donc, René Quinton, écrivain, philosophe, et après, il y a eu sa fameuse rencontre avec Eugénie Weber, qui est une actrice qui était connue dans les années 1890, et même après. Et donc, il s'est finalement aussi construit en tant qu'homme grâce à Eugénie. Il y a eu toute une histoire avec cette femme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu ? Écoutez, c'est vrai que je pense qu'elle a eu un rôle très important dans l'évolution personnelle de Quinton. Elle a dû lui donner beaucoup d'assurance parce que tout de même, avoir une maîtresse aussi jolie, aussi intelligente et aussi en vue, ça peut vous aider à vous construire. Il est clair en tout cas que dans leur relation, il y avait quelque chose de, je dirais, d'égal. C'est quelque chose qui était assez admirable. C'est pas un riche rentier qui se paye une actrice. C'est un jeune homme qui arrive à conquérir une jeune femme. Elle est belle, elle est intelligente, il est beau, il est intelligent. Il a des moyens, mais qui ne sont pas prodigieux. Elle a des succès. Et leur entente est très belle de ce point de vue-là. C'est une entente qui... L'affaire n'a pas duré éternellement, mais il est resté un lien très fort. Et ça a certainement été très important pour le côté affectif de Quinton. Parce que Quinton... c'est ce qui toujours faisait émouver énormément mon épouse, c'est que son grand-père avait une dimension affective très forte et très pudique. Donc, c'était pas dans son caractère de l'étaler. Et en fait, il était quand même incroyablement affectif. Et Madame Eugénie Weber était mariée, je crois. Ce sont des choses qui arrivent, oui. Donc c'était une relation plus ou moins cachée, effectivement, auprès de ses proches. Si vous voulez, je pense qu'elle était cachée sans être invisible. Mais elle n'était pas... On ne peut pas transposer les choses. On n'est pas dans du vaudeville. Mais c'est vrai que la présence du mari n'a rien arrangé parce que le mari, en plus, je crois, a eu des moments de fragilité et que sa femme n'a pas voulu non plus l'abandonner. Enfin, ça n'a pas... On ne peut pas juger ces situations. Alors, on va avancer un petit peu dans la vie de René Quinton, à un moment qui, en son sens, aurait pu être rien pour le reste de sa vie et qui, pour autant, a construit l'homme qu'il a été pendant des décennies, et c'est encore pour ça qu'on le connaît aujourd'hui, l'histoire de la vipère. Oui. Alors là, on se situe effectivement
Alors, il y a un petit côté mythologique dans l'histoire de la vipère, mais elle est quand même vraie. En hiver, dans la propriété, modeste propriété, qui se situe aux confins de la Bourgogne et de la Champagne, le garde-chasse apporte à Quinton, qui est encore jeune, on est en 80, on doit être vers les 96 ou par là, donc il a 30 ans, quoi. Et on lui apporte une vipère qui dort en hiver, ça dort, et comme il y a un peu de soleil, la vipère se réveille sur la pierre un peu chauffée par le soleil, et Quinton dit « La nature n'a pas créé les êtres pour dormir ». Et là, à partir de cette remarque que n'importe lequel d'entre nous aurait pu faire, son esprit se met en mouvement, parce que c'était quand même un personnage qui avait un goût profond de la recherche. Il voulait comprendre. Et c'était peut-être aussi une approche philosophique, etc. Enfin, rien... on ne laissait pas une question sans réponse. Et donc, il s'est lancé dans la recherche de la réponse à cette question. Pourquoi y a-t-il des êtres qui dorment la moitié de l'année? Alors, à partir de là, il faudrait des heures pour expliquer le cheminement. Mais le cheminement, c'est qu'est-ce que c'est qu'un animal à sang-froid? Pourquoi y a-t-il des animaux à sang-froid? Quand ils sont apparus dans l'évolution, est-ce qu'ils avaient du sang-froid ou est-ce qu'ils étaient simplement dans un milieu qui avait la température convenable et que de ce fait, ils n'avaient pas besoin d'avoir leur propre mécanisme de production de leur propre température intérieure. De là, toute une recherche sur l'apparition des espèces. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde les recherches de Quinton, on s'aperçoit que l'eau de mer est un sous-produit. L'approche de l'eau de mer n'est qu'un sous-produit de ces lois. Il a commencé à construire ce qu'il appelait des lois de constance. C'est-à-dire, la vie a cherché à maintenir les meilleures conditions de son équilibre à travers les temps. Alors, Darwin disait, la vie a passé son temps à s'adapter à toutes les situations en créant les formes de vie les plus adaptées, etc. Et Quinton dit, c'est peut-être vrai, mais c'est pas la vie, c'est la forme extérieure de la vie. La vie, c'est toujours la même chose. Chez n'importe quel organisme, c'est toujours la même chose. Et c'est là où il a les lois de constance, alors qui sont effectivement lois de constance thermique. Et vous savez, l'histoire extraordinaire, c'est Quinton se promenant dans les zoos pour vérifier la température des animaux, pour essayer de savoir quel était leur ordre d'apparition à partir d'une théorie un petit peu contestable. Ma femme la croyait vraie à 100%, mais on peut être un peu plus prudent. Mais il avait notamment écrit à un de ses amis, je suis allé prendre la température de l'hippopotame du zoo, et je peux te dire que mon bras n'était pas beau à voir après. Bon, et alors, à partir de ces lois de constance, il arrive à l'eau de mer, c'est-à-dire au milieu originel, et sa deuxième grande intuition, c'est il y a eu un jour une forme de vie, parce qu'aujourd'hui on a tellement évolué sur la notion de vie, de briques de vie, de tout ça, qu'on ne sait plus très bien où on est. Mais il reste un instant qui n'est incontestable. Il y a eu à un moment un être vivant dans la soupe océanique qui, au lieu de baigner dans l'océan, a enfermé l'océan dans une membrane. Et à partir de ce moment-là, les organismes se sont évertués à conserver ce qui est devenu un milieu intérieur. Et c'est comme ça que Quinton disait, nous sommes à 70% un aquarium marin, puisque nous avons perpétué dans notre organisme le milieu des origines, ce bain d'eau de mer dans lequel nos ancêtres, les amibes, ou les ancêtres des amibes, flottaient déjà. Et c'est là que naît la théorie marine, c'est-à-dire l'identité à vérifier entre notre milieu intérieur et l'eau de mer. Alors, c'est là où Quinton fait la fameuse... Alors, tout ça, c'est très compliqué parce que il faut voir que toutes ces idées l'amènent à dialoguer
avec des scientifiques, et c'est là où il a l'aide extraordinaire du professeur Marais, qui est membre du Collège de France, qui est un grand spécialiste du vol des oiseaux, qui est un grand spécialiste, c'est lui qui a mis au point ce système de photos qui permet de décomposer le mouvement, et Marais protège Quinton. Et donc il a pu se construire jusqu'en 1907, où il y a eu beaucoup de changements, puisqu'il y a d'abord sur les animaux. Oui. Il y a eu certaines expériences qui ont été faites jusqu'à l'homme. Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler toute cette période ? Oui, alors attendez, parce que les dates, la date clé, c'est 1904. 1904, c'est la publication d'un volume gros comme ça, qui s'appelle L'eau de mer, milieu organique. Et ça, c'est l'ouvrage fondateur. Il y a eu d'ailleurs, en 2004, ma femme a organisé un colloque à Paris pour le centenaire de l'apparition de cet ouvrage fondamental. Donc la réflexion de Quinton, en 1904, était déjà achevée sur le plan théorique. Et l'expérience du chien avait déjà eu lieu. L'expérience du chien, c'est Quinton vide un chien de son sang, expérience qui serait totalement interdite aujourd'hui, remplit le chien d'eau de mer en intraveineuse, qui paraît tout à fait incroyable, en eau de mer, sans doute ramené à l'isotonie, je pense. Et le chien vit très bien pendant encore des années et des années. Et il est baptisé Sodium. Donc ça, c'est en 1904, 1905. Voilà, le livre fondamental 1904. Ce qui veut dire que entre 96-97 et 1904, c'est-à-dire dans une période très courte, en fait, Quinton construit toute sa théorie, et il n'entre pas au Collège de France. Il a accès au laboratoire du Collège de France, et sa carte de visite, s'il en avait une, c'était assistant au Collège de France. Soyons modestes. Est-ce que vous accepteriez de nous expliquer qu'est-ce que l'eau isotonique de Quinton ? Parce que finalement, on a compris qu'il y avait eu des travaux autour de l'eau de mer, mais quand on parle un petit peu plus dans les détails de l'eau isotonique, souvent, on a tendance à perdre les gens. Alors, bon, isotonique, cela veut dire ramener à une concentration saline comparable. Iso, ça veut dire comparable. Alors, comparable à quoi ? À notre propre concentration saline de notre propre milieu intérieur. Donc, l'isotonie, ça consiste à ramener l'eau de mer au niveau de la concentration saline constatée dans notre propre milieu intérieur, dans le plasma sanguin. L'isotonie, c'est ce qui fait que le degré de salinité de l'eau de mer isotonique et de notre milieu intérieur est identique. Quinton a fait l'hypothèse qu'il y avait dans notre milieu intérieur l'ensemble des éléments minéraux existants dans l'eau de mer et qu'il y avait la totalité des éléments minéraux de la nomenclature. Et en fait, à l'époque, il a fait des vérifications, mais qui ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Donc c'était une théorie qui n'était pas entièrement vérifiée. Mais en revanche, les gens qui ont été plus loin dans les capacités d'analyse ont constaté qu'effectivement, notre milieu intérieur, curieusement, est extraordinairement identique en composition minérale à l'eau de mer. Alors, comment se fait-il que nous ayons ça ? Bon, ça, c'est encore une chose que je ne saurais pas répondre, mais c'est en tout cas prouvé. Et en tout cas, l'expérience du chien l'a contre-prouvé, puisque si l'eau de mer n'avait pas été un milieu capable de voir se régénérer les cellules sanguines du chien, le chien serait simplement mort et on n'en parlerait plus. Et donc, à travers toutes ces découvertes, donc là, on est en 1904, mais dans le monde général, on se retrouve face à plusieurs catastrophes de perte d'enfants, notamment à cause de la gastro-entérite, oui, du choléra, de la tuberculose, même chez les adultes. Donc, on a des épidémies qui font ravage et malheureusement, on n'a pas de solution. Et c'est alors là que des personnes viennent rencontrer René Quinton pour une raison bien spécifique oui, que vous avez expliquée. Alors, oui, si vous voulez, je crois que il ne faut pas exagérer les choses. Ce n'est pas qu'il y ait eu tout à coup une espèce de crise sanitaire
spécialement aiguë. La crise sanitaire, elle était permanente. Les gosses mouraient comme des mouches, c'était tout simple. Ce qu'on appelait le choléra infantile, que je crois on appelle autrement maintenant, mais c'était des diarrhées déshydratantes qui faisaient que les malheureux gosses, en un espace très rapide, étaient incapables de digérer quoi que ce soit et mouraient. C'était la chose les plus visibles. Il y a eu d'autres choses, évidemment. Et en fait, c'est là où la cure marine s'est développée. C'est là aussi où un médecin de Lyon, qui était un grand homéopathe, mais pas uniquement, c'est le docteur Jaricot. Et c'est le docteur Jaricot qui a aidé à créer la notion de dispensaire marin. Et c'est lui qui a écrit l'ouvrage fondamental sur le dispensaire marin, qui doit dater de 1911 ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais plus quelle est la date de création des premiers dispensaires, mais je pense que c'est vers les années 1906 ou 7. 1907. 1907, c'est ça. Et c'était... Alors, le premier dispensaire était situé à côté de la gare Montparnasse, rue de l'Arrivée, et là où nous sommes, il y en avait un deuxième qui avait été fondé rue d'Ouessant, ce qui évidemment évoque l'océan, rue d'Ouessant, et ces dispensaires ont fonctionné. Celui de la rue d'Ouessant a fermé, je crois, entre les deux guerres, mais celui de la rue de l'Arrivée a fonctionné jusqu'en 1966. Et c'était des lieux où on amenait, des mères amenaient leurs enfants, et on a connu une époque où on parlait de bébé Quinton. J'ai encore rencontré, et ma femme évidemment aussi, des personnes qui se souvenaient que dans leur famille, on rappelait que quand ils étaient nouveau-nés ou tout jeunes enfants, ils avaient été sauvés par la cure marine de Quinton, qui consistait à leur faire des injections d'eau de mer isotonique, des injections sous-cutanées, et qui suffisaient, en l'espace de quelques séances d'injection, à rétablir leur milieu intérieur et à leur permettre de résister aux atteintes bactériologiques. Il a été reconnu, et en même temps, toujours, si vous voulez, si vous faites le parallèle avec Pasteur, Pasteur n'était pas non plus médecin. Mais Pasteur a développé de façon beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus organisée, et les enjeux économiques de Pasteur ont été tout de suite très importants, et donc tout ce que Pasteur a apporté a été repris économiquement. L'Institut Pasteur a existé et la médecine a intégré Pasteur. Quinton n'a jamais vu la méthode marine comme une entreprise. Il avait bien sûr les dispensaires, il avait bien sûr, je crois d'ailleurs que c'était à l'époque des façonniers qui façonnaient l'eau de mer. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu dès le départ un laboratoire Quinton en tant que tel. Et en tout cas, c'était pas dans son esprit. Donc le support qui aurait pu conduire à ce que les thérapies marines soient portées par une force économique, commerciale, influent par tous les moyens, ça n'a pas vraiment existé. Un détail, par exemple, il y a eu une fameuse affaire qui était la quintonine. La quintonine, la quintonine, la quintonine. Alors la quintonine, c'est du quinquina, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un pharmacien qui a trouvé qu'en mettant du quinquina, enfin c'est très connu, d'ailleurs le quinquina est très bon pour la santé, donc il a fait une espèce de sirop qu'il a baptisé quintonine, puisque c'est à la fois quinquina et tonique, et à un moment, la famille Quinton, ou je ne sais plus qui, a dit « mais quand même, on est en train de nous voler Quinton ». Et il a été jugé que ce n'était pas du tout du vol. Mais si vous voulez, c'est amusant de penser qu'à l'époque, faire résonner le mot Quinton dans un terme comme quintonine, c'était aussi un apport commercial intéressant. Et donc, il y avait Quinton avait quand même un degré de célébrité. Mais je dirais qu'il ne s'est pas mis en place une machine Quinton qui soit devenue une force. Parce que ce n'était pas du tout ce qui intéressait Quinton.
Donc la construction des dispensaires marins de 1907 à 1914 qui permettent effectivement de se construire. Et là, en 1914, tout est perturbé en France, et même dans l'Europe et dans le monde en général, par la guerre 14-18. Oui. La guerre de 14-18 a joué un rôle primordial dans la vie de Quinton, en permettant à Quinton de se révéler encore plus l'homme qu'il voulait être. Et avant de parler de la guerre, il faut quand même parler d'autre chose, de l'aviation. Parce que ce qui est quand même amusant, c'est que voilà un homme qui, en 1908, est célèbre déjà, a sur les bras une thérapie, des dispensaires, des relations scientifiques, enfin, il a de quoi s'occuper largement. Et voilà que cet homme s'intéresse beaucoup au progrès, donc il est membre de l'Automobile Club, il est membre de l'Aéroclub. Bon, l'Aéroclub, à l'époque, c'était des gens, c'était très chic. Pour y être admis, il fallait avoir des votes favorables d'un comité qui vérifiait que vous étiez des gens convenables, bien apparentés, et qui ne s'intéressaient qu'aux ballons, aux plus légers que l'air, qui était évidemment le seul moyen de se transporter dans l'air à l'époque. Et Quinton était très intéressé par l'autre aspect de l'aérostation, de l'aéromobilité, c'est-à-dire non pas l'aérostation, mais l'aviation, qui était en train d'apparaître. Et en fait, le déclic, et c'est là où on fait le lien avec le nationalisme de Quinton, son obsession de l'Allemagne et son goût du progrès. Le Zeppelin, grand dirigeable allemand, qui était considéré comme une machine de guerre formidable, potentiellement formidable, puisqu'il faut se souvenir que à l'époque où les premiers avions, c'était des morceaux de bois et des morceaux de papier qui arrivaient à s'élever de 10 mètres au-dessus du sol sur la distance de 100 mètres, et tout le monde dirait bravo, il a volé. Dans le même temps, un Zeppelin, vous transportez 40 militaires, des bombes, enfin, c'était un cuirassé de l'espace. Le Zeppelin brûle, les Allemands se mobilisent comme un seul homme pour apporter des phéniches et des marques pour que Zeppelin puisse reconstruire un nouveau Zeppelin. Et là, Quinton dit, c'est pas possible, c'est pas notre petit club qui va faire ça, et il fonde une Ligue nationale aérienne dans laquelle vous n'avez pas un comité pour vous accueillir, vous envoyez 1 franc avec votre nom et vous êtes membre de la Ligue aérienne. Et il espérait faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobby, un groupe de pression en faveur de l'aviation. Et c'était totalement mobilisé sur l'idée que l'aviation était l'avenir. Ça s'est révélé vrai. Mais pas juste au moment où ça a commencé. La guerre, c'est une expérience extraordinaire parce que Quinton l'a vécu. Il ne l'a pas vécu comme un drame. Il l'a vécu comme un défi, une aventure. Et je pense que là, on retrouve un jeune Quinton romantique quelque part. Enfin, des choses intéressantes sur sa personnalité. En même temps, il l'a vécu comme un défi intellectuel, donc c'était un artilleur et il n'a cessé de progresser techniquement sur la manière de mieux placer les batteries. C'était un esprit sans arrêt en recherche, donc rien n'allait, il fallait toujours trouver mieux, il fallait toujours trouver une solution. En même temps, il avait un mépris profond de la mort. Certains peuvent dire que n'ayant ni femme ni enfant, c'était un peu plus facile pour lui que d'autres, mais enfin, il faut quand même vérifier que quand vos hommes reculent et que vous vous installez dans un fauteuil en disant « je reste là, dans mon fauteuil, et si vous reculez, vous êtes des lamentables », il faut quand même le faire. Et Quinton a tiré de la guerre des choses assez contradictoires. D'une part, je pense, il a eu énormément d'affect avec ses hommes. Je crois qu'il a vécu des relations extrêmement fortes avec tous ces gens qui souffraient abominablement en se battant courageusement. Et en même temps, il a écrit ces fameuses maximes sur la guerre, où il a dit des choses étonnantes, qui nous paraissent presque insupportables, sur le fait qu'on se dépasse dans la guerre. Donc c'est horrible. Et c'est sûrement vrai en même temps. Beaucoup de récits montrent que dans des circonstances extrêmes, les gens se dépassent, pas uniquement dans la guerre.
Et il a fait une carrière effectivement militaire et très brillante, avec des blessures, avec des situations à ne plus savoir qu'en faire. Et il a terminé lieutenant-colonel, qui était le maximum qu'un militaire qui n'était pas de carrière pouvait atteindre. Quinton fait partie de ceux qui, en novembre 18, quand il apprend qu'il va y avoir un armistice, dit « on n'a pas terminé le boulot ». L'Allemagne n'est pas détruite. L'Allemagne, si on s'arrête maintenant, et il avait raison, puisque on s'est arrêté, les troupes victorieuses ne sont pas entrées en Allemagne avant l'armistice. L'armistice s'est passé en France, sur les lignes de front en France. Ensuite, on peut passer ce qu'on veut sur le traité de Versailles, les visions de Wilson, les Anglais, etc. Mais c'est vrai que pour certains en France, l'ennemi héréditaire n'était pas détruit. Et on rappelle il a fallu une deuxième guerre mondiale, c'est quand même de trop, pour que l'Allemagne soit ramenée à des proportions différentes, pour ne pas dire être à moitié détruite en 1945. Avec des propos des fois très forts de René Quinton, qui justement dit qu'il faut absolument continuer pour ne pas que ça reprenne des années plus tard. Je dirais, si vous voulez, ce qui est ambivalent, là, c'est qu'on peut attribuer ça soit à un nationalisme violent qui veut la destruction de l'ennemi héréditaire, soit, avec la lecture d'aujourd'hui, à une intelligence qui voit bien que ceux qui avaient constitué l'impérialisme allemand avant 14 pouvaient repartir dès l'instant où l'Allemagne de 1918 continuait territorialement à être à peu près la même que l'Allemagne de 1914. Quand vous regardez les choses, c'est la Russie qui a perdu des territoires, c'est l'Autriche qui a perdu des territoires, mais l'Allemagne n'a quasiment rien perdu. Elle a perdu un tout petit peu de territoire en Pologne, mais presque rien. Et puis les provinces françaises, mais qui étaient françaises depuis 1648. Donc René Quinton naît en 1866, donc jusqu'en 1918, il a une vie quand même très complète, écrivain, philosophe, biologiste, on pourrait presque dire ça. On parle familièrement des 4 ou 5 vies de Quinton, oui. Voilà, parfaitement, précurseur de l'aviation et soldat jusqu'au rôle de lieutenant-colonel. Et donc la guerre s'arrête en 1918, comme on vient de l'énoncer. Qu'est-ce qui se passe après pour René Quinton ? Alors, c'est une phase, c'est intéressant. C'est un homme fatigué. Un homme fatigué, pas intellectuellement du tout, mais il a pris, comme on pourrait dire, un sacré coup de vieux sur le plan de sa santé. Qu'est-ce qu'il fait après ? Alors, sur le plan médical, ça se gère, ça existe. L'eau de mer et les dispensaires et le laboratoire Quinton qui a été créé, tout cela fonctionne, fait partie du paysage sanitaire, très utile. Il y a eu pendant la guerre de 14 des situations d'urgence où des transfusions d'eau de mer ont été faites, faute d'autre chose. Mais on n'a jamais beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, l'aspect eau de mer, c'est établi, c'est une notoriété établie, elle n'est pas contestée, c'est pas... Du côté de l'aviation, c'est un véritable triomphe, mais Quinton se met dans des situations compliquées parce que il a un caractère assez entier, et donc il n'est pas contre les querelles. Et alors, il a notamment une chose qui l'a beaucoup touché, c'est qu'après la guerre, il s'intéresse beaucoup de nouveau aux planeurs. Il avait toujours été fasciné par l'aviation. Dans l'aviation, il était fasciné par 2 choses. Une chose qu'il considérait comme essentielle, mais c'était la motorisation. Mais c'était pas son domaine. Et puis une chose qui le passionnait, c'était le vol. C'est-à-dire comment des ailes, s'appuyant sur l'air, peuvent, bien sûr, grâce à l'énergie du moteur, produire le vol. Et c'est pour ça qu'il était très intéressé par le vol sans moteur. Par ailleurs, il s'est marié. Il a une jeune femme qui était d'ailleurs la belle-sœur du docteur Jaricot de Lyon, donc c'est une Lyonnaise, c'est une femme qui avait quand même... elle était née en 89, donc elle avait 23 ans de moins que lui. Et
ils ont eu une première fille, et puis malheureusement, alors on parlait à l'époque de ce qu'on appelait congestion pulmonaire, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant à l'hôpital, mais en tout cas, il est parti par un arrêt du cœur après une agonie qui n'a pas été très longue, mais enfin, il est insuffisance cardiaque caractérisée. Donc malheureusement, effectivement, René Quinton décède en 1925. Ce qui a été étonnant, ça a été la répercussion de son décès, c'est-à-dire le fait que ça a été vraiment un événement à l'époque célébré, les gens étaient absolument... c'était un grand homme qui disparaissait, et je pense qu'il n'a jamais été aussi grand homme que le jour de sa mort. 10 ans avant, on ne faisait pas de sondage, on aurait fait un sondage, est-ce que Quinton est un grand homme? Les réponses auraient été peut-être moins claires, mais alors, cumuler sa célébrité médicale, sa célébrité en aviation, son héroïsme pendant la guerre, ça faisait un homme incroyablement complet. Donc c'était effectivement, ça a été un moment étonnant où on a considéré que c'était tout de même un personnage assez extraordinaire qui disparaissait. Et donc, du coup, pour sa mort, il a pu avoir des funérailles dites quasiment nationales. Pas nationales, non. Il y a eu des funérailles qui ont eu un écho national, mais des funérailles nationales, c'est un protocole particulier. Il faut être maréchal de France pour ça. Mais si vous voulez, il a eu des funérailles, il a eu ensuite un monument dans sa ville natale à Chaumes. Enfin, tout ça faisait un grand homme, mais n'en faisant pas non plus. Il n'était pas au premier rang des très grandes figures nationales. Simplement, ce qui a été étonnant, c'est l'écho quand même que sa mort a révélé. À la fois dans le domaine militaire, dans le domaine scientifique, et les hommages ont été extrêmement nombreux. Donc voilà un homme très célèbre qui disparaît. Et alors, qu'est-ce qui reste de l'œuvre de Quinton? Voilà. Alors, c'est là où, comme je disais tout à l'heure, Quinton n'avait pas monté une machine Quinton comme Pasteur, et les pastoriens ont monté une machine Pasteur, qui existe encore. Et donc, Quinton, après sa mort, c'était quoi? C'était le souvenir d'un grand homme, c'était des thérapies marines qui fonctionnaient très bien, un laboratoire qui produisait l'eau de mer isotonique, qui produisait aussi de l'eau de mer non diluée, mais ça, c'était pas vraiment, c'était plutôt des accessoires. Et puis, des dispensaires qui fonctionnaient tout à fait. Le dispensaire, parce que, encore une fois, le dispensaire de la rue de l'Arrivée a duré jusqu'en 1966. Mais, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait pour supporter tout ça? Il y avait une jeune veuve, une fille unique qui avait 2 ans. Et donc, qu'est-ce qui a vécu ensuite? Ben ensuite, l'eau de mer a continué sa vie tranquille en étant efficace, en étant reconnue. Les médecins, énormément de médecins l'utilisaient, et notamment en pédiatrie, bien sûr, mais pour d'autres affections, sans aucune question. Pendant l'entre-deux-guerres, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les colonies françaises utilisaient beaucoup d'eau de mer aussi, justement pour les infections, etc. Et tout ça, donc, vivait sur le souvenir et sur une réalité qui existait sans vraiment de notoriété. Et notamment, c'est amusant, effectivement, qu'il n'y a pas eu tellement à l'époque de lien avec les thérapies marines, le thermalisme marin, j'ai oublié le nom maintenant, mais bon. Et alors, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'apparition des antibiotiques a complètement bouleversé le terrain médical, c'est-à-dire que toute une série d'affections se sont trouvées curables, que d'autre part des intérêts économiques considérables se sont développés dans tous ces domaines, et pendant ce temps-là, l'eau de mer a été progressivement oubliée. Je vois les derniers chiffres de vente de l'eau de mer dans les années 50, c'était
essentiellement les colonies françaises, encore un peu en France, mais c'était très, très peu connu. Et l'affaire était une petite affaire qui ronronnait. La grand-mère de ma femme, qui avait une relation affective extrêmement forte avec le dispensaire, n'a jamais voulu laisser les clés du dispensaire, alors que la plupart des grandes familles qui avaient des dispensaires, c'était très, 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 très classique qu'une famille ayant des moyens est un dispensaire lié soit à l'entreprise familiale, soit à la région où on était, etc. Et tous ces dispensaires sont tranquillement allés se ranger dans le système sanitaire national, ont été repris en main ou ont disparu avec la sécurité sociale et avec le système de santé. Et le dispensaire Quinton est resté tranquillement un petit dispensaire familial, mangeant tranquillement la fortune de la grand-mère de ma femme, jusqu'à ce qu'il apparaisse il était en impasse, il a été fermé, je crois, en 1966. Mais c'était un peu une extinction lente, je dirais. Le laboratoire Quinton lui-même était une petite entreprise, il faut voir ce que c'était. C'était vraiment... Alors, il faut voir que c'était une petite entreprise installée dans un petit hôtel particulier près de l'avenue Foch à Paris, dans des conditions qu'on ne pourrait pas décrire aujourd'hui, et appeler ça laboratoire. Et pourtant, le produit, la chose assez extraordinaire avec l'eau de mer, c'est que vous enfermez de l'eau de mer dans une ampoule en verre, 20 ans après, elle est toujours là, absolument intacte. C'est un produit qui ne se périme pas. Bien sûr, tous les produits se périment en théorie, mais il a été vérifié qu'il ne se périmait pas. Et alors le laboratoire, il a de moins en moins de ventes, donc il s'achemine très doucement vers une faillite. Ma belle-mère, étant elle-même en très mauvaise santé, s'en occupe, mais pas comme il aurait fallu. Et finalement, le laboratoire est revendu à un de ses anciens directeurs, je crois, dans la deuxième moitié des années 1970. Et malheureusement, ce directeur entre en conflit avec la direction de la pharmacie, qui entre-temps, il faut reconnaître qu'entre-temps, des règles avaient changé et que le laboratoire n'était plus aux normes. Ça s'est très mal passé. Entre-temps, le directeur en question est mort à son tour et le laboratoire s'est retrouvé simplement en voie de disparition. Et il était réduit à l'existence d'une société qui possédait un terrain. Et il se trouve que quelqu'un a été intéressé de racheter ce terrain. Et ce quelqu'un, achetant ce terrain, rentre chez lui et dit à sa femme « Je viens d'acheter une entreprise qui a un très beau terrain, ça vaut de l'argent. » Et il dit « C'est les laboratoires Quinton. » Et sa femme, qui était biologiste, dit « Quoi ? Quinton ? Mais c'est pas un terrain, c'est beaucoup plus que ça. » Et c'est sa femme qui a motivé la recherche et ensuite la rencontre avec la famille, avec Jean-Michel Coll, qui était lui-même quelqu'un qui travaillait dans l'homéopathie, qui travaillait pour Boiron. Et donc c'est comme ça qu'à un moment, le passage de relais s'est fait avec la famille Coll, qui est installée en Espagne et qui a réussi à remonter les laboratoires Quinton et à produire de façon beaucoup plus, selon des normes beaucoup plus strictes, les produits qui existent encore aujourd'hui. Parce qu'avant, l'eau isotonique de Quinton était reconnue comme médicament, il avait des applications. Absolument. Alors c'était, si vous voulez, il y a eu un changement avec les AMM qui sont arrivés dans les années 70, mais le Quinton était le répertoire des pharmaciens, c'est ce qu'on appelle le Vidal, et le Vidal témoigne de la présence du produit Quinton comme un produit médicament ayant des indications thérapeutiques, etc. Tout ça était parfaitement existant avant la guerre de 40, dans les années 20 et 30, 37, et c'était resté toujours au Vidal jusque au fin des années 70. Et puis effectivement, entre les difficultés propres au laboratoire, le décès du directeur
Et les difficultés, les nouvelles normes, le laboratoire a perdu ses autorisations et donc le produit n'est plus aujourd'hui injectable en utilisation médicale. Il est reconnu aujourd'hui comme complément alimentaire. Alors voilà. Alors les laboratoires Quinton le produisent comme complément alimentaire et ont des résultats tout à fait satisfaisants de leurs utilisateurs qui le boivent. Alors il faut reconnaître que ça paraît curieux de dire aujourd'hui je bois de l'eau de mer isotonique et ça pourrait me faire le même effet que si je me l'injectais en sous-cutané. Mais en fait, il se trouve que ramener à l'isotonie, l'eau de mer est ce qu'on appelle osmotique, c'est-à-dire qu'elle arrive à pénétrer tous les tissus. C'est-à-dire que même si ce n'est pas en sous-cutané, finalement, le produit n'est pas digéré, il est diffusé. Et c'est ce qui fait qu'il a une efficacité, semble-t-il, même dans la forme complément alimentaire. Mais là, j'entre sur un terrain sur lequel je tiens à dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas utilisateur, et donc je n'ai aucun témoignage personnel à donner. Alors j'aimerais juste revenir sur un petit point un petit peu plus tôt dans la vie de René Quinton, sur les dispensaires marins qui ont ouvert en France, puisque effectivement d'abord ils ont ouvert à Paris, puis à Lyon avec le docteur Jean Jaricot comme on l'a énoncé tout à l'heure, puis un peu partout en France, mais ensuite il y a eu vraiment un suivi de cette histoire à l'international, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet aspect-là, tout cet aspect de tous ces dispensaires et des autres oui, pays alors qui ont pu il y utiliser en a la eu méthode. un à Londres qui était assez célèbre, en plus qui était sous la présidence d'une des membres de la famille royale, et je sais que quand Quinton est allé au Caire pour promouvoir l'aviation, en même temps, il y avait un dispensaire Quinton au Caire. Donc c'était quelque chose qui était effectivement répandu très largement. Donc là aujourd'hui nous sommes en 2024, nous sommes en janvier 2024, et donc effectivement il y a toujours des laboratoires Quinton qui existent notamment en Espagne et à Alicante, et donc ces produits donc sont utilisés en isotonique et en hypertonique en application de compléments alimentaires, et donc ils sont toujours reconnus à l'international. Aujourd'hui on peut dire que ça roule pour eux, c'est stable. Je vais vous arrêter si vous voulez. Les laboratoires Quinton ont tenu à appliquer le plus strictement possible la méthode originale de Quinton, et notamment un des points essentiels de cette méthode, c'est que Quinton ne voulait pas de stérilisation du produit. Ils ont développé des systèmes de filtration évidemment beaucoup plus modernes que ce qu'on pouvait faire du temps de Quinton, mais en revanche, ils se sont toujours refusés à entrer dans des systèmes de stérilisation ou de chauffage. Il y a une méthode qu'on appelle la tyndalisation, qui permet de chauffer sans atteindre l'ébullition et qui est apparemment utilisée par pas mal d'entreprises qui vendent de l'eau de mer isotonique comme complément alimentaire également. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais ce dont nous sommes assurés, puisque notre famille est restée très étroitement associée, non pas financièrement, mais affectivement avec les responsables du laboratoire en Espagne, c'est que ils ont, dès le début, choisi la méthode la plus exigeante. Et aujourd'hui, il est évidemment l'univers des produits qui invoquent la mémoire de Quinton nous dépasse complètement. Je n'ai aucune compétence de ce point de vue-là, et je serais bien incapable d'analyser ce qu'il y a sous les étiquettes des uns et des autres. Nous avons choisi un partenariat, je vous dis, affectif, les installations qui ont été mises en place en Espagne sont des installations qui sont aux normes les plus exigeantes pour le jour où peut-être il y aurait de nouveau des autorisations d'utilisation médicale. Très bien. Merci beaucoup pour cette mise à jour de toutes ces informations
Et si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Écoutez, j'ajouterais simplement le regret que j'ai dit dès le début, c'est que vous avez une personne ici qui est morte il y a bientôt 3 ans, qui était ma femme, et qui était entièrement passionnée par l'histoire de son grand-père. Et c'est ça a été une grande douleur pour elle de ne pas être capable de mener tout à fait au bout de terme ce qu'elle voulait faire. Elle a été en même temps très, très, très heureuse que un ouvrage ait pu être écrit sous l'égide de la Fondation Quinton. Et elle nous a donné suffisamment de foi dans tout ça pour que notre petite famille, qui n'est pas très nombreuse, reste très, très motivée et très vigilante sur ce qui pourrait être fait à l'avenir du nom du grand-père, puisque nous n'avons pas d'intérêt économique, mais nous avons un droit moral sur l'œuvre de René Quinton, et mes enfants et moi sommes bien décidés à continuer à essayer de contribuer et de surveiller que Quinton ne soit pas mis, comme on dirait, à toutes les sauces. Eh bien, vous avez parfaitement raison et je vous encourage, vous et votre famille, à continuer parce que c'est important que ce devoir d'histoire continue pour faire évoluer cette thérapie et tout simplement l'histoire de René Quinton. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite et puis merci pour tout. La thérapie marine et l'eau de René Quinton sont des techniques de nutrition du corps qui visent à rétablir l'équilibre et la vitalité de l'organisme. De nombreux témoignages attestent des bienfaits de cette thérapie sur diverses pathologies et troubles de la santé. Mais au-delà de ces effets thérapeutiques, la thérapie marine et l'eau de Quinton nous rappellent que nous sommes, comme le disait ce dernier, un aquarium marin vivant. Elle nous ouvre ainsi des perspectives d'avenir pour une médecine plus naturelle, plus respectueuse et plus holistique, qui prend en compte l'individu dans sa globalité et dans son environnement. Elle nous encourage également à préserver la qualité de l'eau de mer, qui est un bien commun et précieux pour l'humanité et pour la planète. Si vous voulez suivre nos créations, l'avancement de notre campagne de crowdfunding et nous rejoindre dans cette grande aventure, vous pouvez nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!